XXIe siècle est celui de l'innovation. Notre société actuelle est une société en pleine expansion. La recherche est devenue un enjeu majeur dans le développement économique d'un pays. Les nanotechnologies sont d'ailleurs un domaine qui soulève le plus d'espoir, mais aussi le plus d'interrogations face aux risques sur l'environnement et sur la santé. Ces nouvelles technologies sont un domaine en plein développement depuis plusieurs années, et de nombreux secteurs sont concernés par ces avancées. Quand on utilise le préfixe nano, on se réfère à une unité de mesure qui relève du milliardième de l'unité de base. Donc pour notre sujet, un nanomètre, c'est en fait un milliardième de mètre. En termes d'illustration, on utilise souvent l'image suivante. Il y a autant de différences entre la Terre et une orange qu'entre une orange et un nano-objet. Nous avons décidé d'axer notre étude sur la médecine et plus particulièrement savoir comment cette nouvelle technologie permet une nouvelle approche de la médecine. Après avoir étudié leur application actuelle, nous recentrerons nos recherches sur la médecine. Enfin, nous analyserons leur impact sur l'environnement et l'organisme. L'Organisation internationale de normalisation a défini en 2008 les nanotechnologies comme étant l'application de la connaissance scientifique pour manipuler et contrôler la matière à l'échelle nanométrique, afin d'exploiter les phénomènes et les propriétés dépendant de la taille et de la structure, distant de ceux associés aux atomes individuels, aux molécules et aux matériaux massifs. On a défini l'objectif des nanotechnologies comme le fait de produire des objets ou matériaux inférieurs à 100 nanomètres. Ces nanomatériaux sont composés de nanoparticules qui sont produites intentionnellement, contrairement aux particules très fines d'origine naturelle. Ces nouvelles technologies ouvrent ainsi des dimensions nouvelles de recherche. Les nanotechnologies sont un projet qui résulte de l'exploration de la matière commencée il y a plus de 300 ans. Elles sont dues à un enchaînement de découvertes à travers les siècles. L'aventure des nanotechnologies commence avec l'exploration du monde miniature. Micrographia, écrit par un jeune scientifique anglais Robert Hooke, décrit des observations au microscope d'objets du quotidien. Lors de la conférence annuelle de l'American Physical Society, Richard Feynman, en 1959, annonce « There is plenty of room at the bottom », signifiant « il y a plein de place en bas », ce qui annonce la naissance symbolique du nanomonde. En 1981, deux chercheurs de chez IBM mettent au point le premier microscope à effet tunnel. Gerd Binnig et Henry Schroer. Ils reçurent le prix Nobel de physique pour cette invention en 1986. Le principe repose sur une pointe ou une sonde qui suit la surface de l'objet. La sonde balaie la surface à représenter. L'ordinateur ajuste en temps réel la hauteur de la pointe pour maintenir un courant constant appelé courant tunnel, et enregistre au fur et à mesure cette hauteur, ce qui permet de reconstituer la surface. Le phénomène utilisé par le microscope est un phénomène quantique appelé l'effet tunnel. En 1985, le chercheur britannique Harold Kroto est à l'origine de la découverte des fullerenes. Un fullerène est une molécule composée de carbone qui prend une forme géométrique généralement proche de la sphère. Ce n'est qu'en 1989 que l'homme réussit à manipuler les atomes de manière individuelle, dont Hegler et Erhard Schweitzer, qui réalisent l'exploit le 28 septembre 1989 de manipuler 35 atomes de xénon afin d'écrire les trois lettres IBM. En 1993, Sumio Iijima de la NEC et Donald Bertune de l'IBM produisent les premiers nanotubes de carbone. Une feuille de carbone enroulée sur elle-même, donnant ainsi la forme d'un cylindre de 0,5 à une dizaine de nanomètres. En 2001, alors que les nanotechnologies n'en étaient qu'à leur début, elles étaient déjà estimées à plus de 40 milliards d'euros sur le marché mondial. Par leur potentiel, elles sont devenues un élément essentiel pour la compétitivité économique des pays. Les dépenses économiques mondiales des acteurs publics et privés entre 2004 et 2006 s'élèvent à environ 24 milliards d'euros. Le terme top-down signifie voie descendante. Le principe de la voie descendante est de miniaturiser des objets existants afin d'obtenir des objets à l'échelle du nanomètre. Parmi les méthodes couramment utilisées, on peut citer les nanomicrogravures par faisceau d'ion, le principe étant d'empiler des couches minces de divers matériaux. Le terme bottom-up signifie voie ascendante. Le principe de la voie ascendante est de construire des nano-objets par atome. L'assemblage est réalisé de manière précise, ce qui permet de totalement contrôler la fabrication. Pour cela, on dispose d'instruments comme le microscope à effet tunnel. Les nanomatériaux offrent à la recherche et à l'industrie des perspectives nombreuses et variées. Les nanomatériaux sont soit des matériaux dont les dimensions sont nanométriques, soit des nanoparticules ajoutées à un polymère pour former un nanocomposite. Il existe des composites avec des propriétés, comme des bétons autonettoyants. Dans les années 1970, des chercheurs japonais ont ajouté une nanopoudre de dioxyde de titane dans du ciment. Le dioxyde de titane joue le rôle de photocatalyseur et permet une oxydoréduction. La photocatalyse repose sur le principe de l'absorption de photons par un catalyseur de type semi-conducteur. Cette absorption produit des espèces oxydantes ou réductrices à la surface du semi-conducteur par la réaction d'oxydoréduction. L'oxydoréduction est une réaction chimique caractérisée par un transfert d'électrons entre deux réactifs.
un oxydant et un réducteur. Le réducteur gagne des électrons et l'oxydant perd des électrons. Ces espèces générées, qui sont souvent des radicaux hydroxyles, réagissent avec l'eau et l'oxygène de l'air et détruisent de façon plus ou moins complète les composés organiques par liaison chimique. Le dioxyde de titane, sous l'action des rayons UV, forme du dioxygène actif et des radicaux hydroxyles, qui réduisent les oxydes d'azote et les oxydes de soufre en solution d'acide nitrique et sulfurique. Dans le cas du béton auto-nettoyant, on utilise donc du dioxyde de titane car il est stable thermiquement et il n'est pas consommé durant la réaction. Il est aussi utilisé comme colorant et pour dépolluer l'eau et l'air. Ainsi, toutes les salissures, les mousses, les bactéries sont transformées en dioxyde de carbone, en eau ou en sel. Ces derniers sont rincés sous l'effet de la pluie ou d'un jet d'eau. Ce genre de matériau permet de remplacer les produits pouvant être toxiques pour le corps ou mauvais pour l'environnement. Peu de bâtiments sont équipés de ce type de technologie, et nous avons remarqué que ces bétons se révélaient dépolluants car ils réagissent sur des molécules organiques et sur l'oxyde d'azote. La miniaturisation de l'électronique ouvre le champ des possibles. En effet, elle permet d'améliorer les circuits tout en réduisant leur taille. Par exemple, des transistors plus petits permettent la création de processeurs plus rapides et moins chers. La diminution de la taille des circuits électriques implique donc une meilleure performance. Mais ces innovations électroniques viennent se heurter aux lois de la physique. La nécessité de mesurer et de comprendre le comportement de la matière à l'échelle nanométrique est donc une préoccupation. Les propriétés des nanotechnologies permettent de réaliser des composants de plus en plus performants. De nombreuses personnes pensent que les nanotechnologies, par leurs nombreuses propriétés, suscitent de nouveaux marchés respectueux de l'environnement. En effet, certaines nanoparticules sont prometteuses pour fixer des polluants et développer des procédés de nouvelle génération ayant un très faible impact sur l'environnement. Même si ces principes font rêver, les nanotechnologies et surtout les nanomatériaux possèdent une face cachée, car la production de nanomatériaux est extrêmement coûteuse en eau et en énergie. Il faut donc que le rapport production-consommation soit rentable pour qu'on puisse respecter l'environnement. De plus, les nanotechnologies peuvent en outre leur capacité à réduire notre pollution, avoir un impact sur l'environnement et nous n'avons pas le recul nécessaire pour savoir si cet impact est positif ou négatif. Les nanotechnologies ouvrent de nouvelles perspectives de plus en plus intéressantes et effrayantes pour la défense. En effet, on peut imaginer de nouveaux moyens de surveillance, des systèmes pénétrant dans le corps en modifiant le métabolisme ou en causant des dégâts à l'organisme, des nanorobots attaquant des infrastructures, ou encore détruisant des moyens de communication ou des systèmes informatiques. Cette situation va donner naissance à une nouvelle course aux armements dans laquelle chaque pays disposera d'une certaine expérience. Les nanotechnologies offrent à la médecine de nouvelles voies de guérison. En effet, leur petite taille permet de guérir certaines maladies complexes à traiter, ou bien d'apporter des suivis plus simples et plus précis pour des maladies souvent lourdes à traiter. Le diabète, cette maladie qui se traduit par l'anomalie de la régulation de la quantité de sucre dans le sang. De nos jours, les patients ont accès à une grande panoplie de traitements et ils ne sont pas forcément tous faciles à vivre. Des suivis comme le fait de se piquer le doigt ou de s'injecter de l'insuline sont désagréables. Ainsi, des innovations comme le tatouage intelligent naissent. Ce dernier est composé de nanocapteurs sensibles au glucose qui permet de détecter des anomalies. De nouveaux traitements font aussi leur apparition comme de nouvelles méthodes pour administrer l'insuline, voie orale ou inhalation. Les nanotechnologies ont de nombreuses applications et dans des domaines variés, mais recentrons-nous sur la médecine. La nanomédecine, c'est en fait l'application des nanotechnologies à l'ensemble du domaine médical. Bien que ce domaine soit de nos jours très peu exploité, quelques traitements basés sur celle-ci sont néanmoins admis. Mais ces traitements sont essentiellement basés sur la problématique du cancer. Certains objets que l'on pouvait qualifier de révolutionnaires seront peut-être une réalité dans 10 ans, ou peut-être qu'ils ne verront jamais le jour. Quoi qu'il en soit, il apparaît comme évident que les nanotechnologies sont un nouvel horizon de nouvelles opportunités pour la médecine, pour le diagnostic, les thérapies ou le suivi des patients. En effet, plusieurs éléments de notre organisme relèvent du nanomètre. On peut citer par exemple les protéines, les enzymes et même des éléments de l'ADN qui relèvent tous de la mesure nanométrique. Mais finalement, quels sont les principaux domaines médicaux auxquels s'adresse cette nouvelle technologie ? Eh bien, on dénombre aujourd'hui plus de 230 produits issus des nanotechnologies en développement ou sur le marché, parmi lesquels 157 médicaments de médecine humaine, 8 pour la médecine vétérinaire et 65 dispositifs médicaux. En ce qui concerne la médecine humaine, 35 sont déjà sur le marché et 122 sont en phase de développement clinique. Les nanotechnologies sont un espoir, notamment dans le traitement des cancers, des maladies infectieuses et cardiovasculaires. Aujourd'hui, les nanotechnologies peuvent être la clé pour guérir le cancer. Un nouvel espoir donc, mais comment agissent-elles sur l'organisme ? Le cancer est une maladie caractérisée par une multiplication incontrôlée de cellules mutées dans l'organisme. On dénombrait en 2014 environ 320 000 nouveaux malades par an,
et plus de 900 000 personnes traitées contre le cancer. Le cancer est donc devenu un enjeu de santé publique majeur et les recherches contre cette maladie se multiplient. Une mutation peut survenir à n'importe quel moment de la mitose cellulaire, et elle se caractérise par une erreur dans la séquence de l'ADN qui n'est pas réparée par le système adapté de l'organisme. La multiplication de ces erreurs entraîne la multiplication du nombre de mutations, ce qui provoque la cancérisation des cellules. De nos jours, il existe différents traitements contre le cancer, utilisés seuls ou associés entre eux. C'est un traitement local du cancer et elle consiste à enlever la tumeur et les éventuelles métastases ainsi que les ganglions correspondants qui produisent la tumeur. La radiothérapie est un traitement loco-régional du cancer. Elle consiste à utiliser des rayons pour détruire les cellules cancéreuses sans trop endommager les tissus. Cette méthode est efficace pour stopper la prolifération du cancer en bloquant leur capacité à se multiplier. C'est un traitement général qui agit sur l'ensemble de l'organisme, permettant ainsi d'atteindre les cellules cancéreuses, même non détectées lors du diagnostic. Les médicaments de chimiothérapie détruisent les cellules cancéreuses en agissant sur leur mécanisme de division. Les nanotechnologies permettent aujourd'hui de cibler la cellule pour délivrer le principe actif au cœur du mal. Il existe 2 types de médicaments qui permettent de sélectionner la cellule à traiter. Les nanocapsules sont des molécules thérapeutiques. Elles sont constituées d'une paroi de polymère biodégradable qui renferme le principe actif. Ce sont des vecteurs de médicaments qui libèrent le principe actif lorsque le polymère se détruit. Les liposomes restent le vecteur de médicaments le plus efficace et utilisé contre le cancer. Les liposomes sont aussi des molécules thérapeutiques. Ils sont constitués de 2 couches phospholipides. À l'intérieur des liposomes se trouve un cœur aqueux qui contient le principe actif. Il existe 2 types de liposomes. Le liposome de première génération. Les liposomes de première génération sont efficaces dans le traitement du cancer du foie. Ils sont constitués d'une membrane lipidique qui renferme le principe actif. Par voie intraveineuse, on injecte les liposomes dans l'organisme du patient, ce qui entraîne une réaction des anticorps. Ces anticorps marquent les liposomes à l'aide d'opsonines comme corps étranger à l'organisme. C'est l'opsonisation. Les cellules de Kupffer, situées dans le foie, sont en quelque sorte les éboueurs de l'organisme et sont pourvues de récepteurs opsoniens. Ces récepteurs vont reconnaître le liposome marqué et l'absorber pour ensuite le détruire. Lors de cette destruction, le cœur aqueux du liposome est délivré dans le macrophage qui est la cellule du système immunitaire. De par la membrane plasmique de cette cellule, le principe actif sera ensuite diffusé et pourra ainsi atteindre les cellules cancéreuses malades. Néanmoins, cette méthode ne s'applique qu'au cancer du foie, car le foie est le seul organe qui possède des macrophages. On parle de zones prédisposées à être soignées. Pour espérer atteindre d'autres organes que le foie, il faut éviter le phénomène d'opsonisation. Donc l'idée est que le liposome ne soit pas reconnu comme corps étranger à l'organisme. Les chercheurs ont donc doté le liposome d'une pellicule de polymère d'hydrophile, le polyéthylène glycol, aussi appelé PEG. Le polyéthylène glycol est un polymère linéaire, c'est-à-dire qu'il est constitué de grandes chaînes de monomères qui sont reliées grâce à des liaisons covalentes, dont la masse molaire est inférieure à 20 000 g par mol. Il est composé de monomères d'éthylène glycol. Un monomère est un motif moléculaire qui se répète un certain nombre de fois. Le polyéthylène glycol possède l'élément OH à son extrémité. L'hydrogène de symbole H a une électronégativité inférieure à celle de l'oxygène de symbole O. Donc, dans la liaison entre les 2 atomes O et H, l'oxygène a tendance à attirer vers lui les électrons de la liaison. Il apparaît alors une charge partielle négative sur O et une charge partielle positive sur H. Ainsi, la liaison OH est polarisée. L'OH constitue donc un groupement polaire, donc le PEG est constitué d'un groupement polaire, ce qui rend cette molécule polaire. Or, l'eau est une molécule très polaire. Elle a donc une affinité particulière avec les composés polaires. C'est pourquoi le PEG est hydrophile, c'est-à-dire qu'il a une affinité avec l'eau. Comme l'opsonisation se produit par interaction hydrophobe, c'est-à-dire que les molécules hydrophobes s'attirent entre elles, et puisque le PEG est hydrophile, alors le PEG ne rencontre pas les opsonines. Il n'est donc pas marqué par ces dernières. Ainsi, le liposome ne sera pas détruit par la cellule de Kupffer dans le foie. Et donc, le liposome peut rester plus longtemps dans le vaisseau sanguin, ce qui lui permet de guérir d'éventuelles tumeurs au-delà du foie. Les cellules cancéreuses absorbent très facilement le PEG. Donc, lorsque le liposome atteint les tissus cancéreux, il est absorbé par les cellules cancéreuses et libère alors son principe actif au cœur du mal. De nos jours, les médicaments utilisés contre le cancer sont des médicaments de type cytostatique, c'est-à-dire qu'ils stoppent la mitose des cellules. Par exemple, le cyclophosphamide a une action cytotastique. Il agit directement sur l'ADN en formant des liaisons covalentes avec le substrat nucléophile de l'ADN. Il entraîne des modifications de l'ADN et stoppe la transcription et la réplication de ce dernier.
Ainsi, la cellule n'est plus capable de se multiplier et la mitose est stoppée. Il est délivré à toutes les cellules de l'organisme, y compris les cellules saines, ce qui entraîne de nombreux effets secondaires indésirables parmi lesquels la perte de cheveux, de cils, de sourcils, nausées et vomissements, perte d'appétit, etc. De plus, la dose de cytostatique prescrite aux patients est donc diminuée pour éviter d'endommager sévèrement et de façon irréversible l'organisme et pour le bien moral et physique du patient. Les nanomédicaments, quant à eux, permettent de délivrer le cytotastique aux seules cellules cancéreuses. Ainsi, les effets secondaires sont limités et la dose de principe actif peut être augmentée pour permettre une action plus significative et rapide dans le traitement du cancer. Le diagnostic précoce du cancer est désormais envisageable grâce aux nanotechnologies. On peut utiliser des nanofils ou des nanotubes de carbone. Les nanofils sont des fils dont les dimensions sont de l'ordre du nanomètre. Ils sont constitués de matériaux conducteurs d'électricité. Ces fils peuvent être entourés de molécules ou d'anticorps. Les anticorps se lient aux marqueurs moléculaires caractéristiques de la présence de cancer. Par analyse sanguine, il est ensuite possible de détecter la présence des anticorps afin de détecter la présence du cancer. Le nanotube de carbone est le vecteur le plus étudié et le plus prometteur. Dans le cas du diagnostic, on utilise la propriété fluorescente du nanotube de carbone lorsqu'il approche les infrarouges. À ce moment-là, les tissus humains et liquides sont entièrement transparents. Donc la lumière produite par le nanotube n'est pas absorbée, ce qui permet de détecter facilement les nanotubes introduits dans l'organisme. Donc, si l'on donne une particularité à ces nanotubes afin qu'ils se dirigent vers les cellules cancéreuses, alors on pourra repérer les cellules cancéreuses pour mieux les traiter. Ce sont des chercheurs de l'université de Stanford qui ont mis au point cette technologie. Ils ont injecté des nanotubes de carbone dans des souris, puis, à l'aide d'un laser infrarouge produisant des radiations comprises entre 1300 et 1400 nanomètres, certains nanotubes de carbone sont devenus fluorescents. Les chercheurs ont ainsi pu voir la taille plus précise au niveau de la circulation sanguine sur des animaux vivants et de façon non invasive, car les nanotubes de carbone sont biodégradables puisqu'ils sont créés à partir d'un élément organique, le carbone. On pourra donc repérer plus facilement les cellules cancéreuses pour mieux les traiter. Ainsi, les nanotechnologies permettent un diagnostic précoce et donc plus rapide du cancer. Les nanomédicaments n'en sont plus au simple essai clinique. En effet, en Europe, on dénombre 20 nanomédicaments approuvés pour 40 aux États-Unis. Par exemple, en 2014, l'entreprise Nanobiotics a reçu le deuxième versement de BPI France pour le développement de NBTXR3 pour le cancer du foie. Cet argent a permis à l'entreprise de poursuivre ses recherches sur le NBTXR3 dans le but de démarrer des essais chez des patients souffrant de cancer du foie. Le but étant d'espérer une prolongation de l'espérance de vie. Nous venons donc de voir que les nanotechnologies sont un espoir dans le traitement du cancer. En les utilisant comme vecteurs de médicaments, on peut délivrer le principe actif aux seules cellules cancéreuses. On peut donc augmenter cette dose de principe actif tout en limitant les effets secondaires sur l'organisme. Les nanomatériaux sont de plus en plus utilisés dans les produits du quotidien. Cependant, c'est seulement depuis 10 ans que les scientifiques ont commencé leurs recherches sur la toxicité des nanomatériaux. Ces recherches sont axées sur l'impact qu'ils ont sur la santé et l'environnement. En revanche, ces expériences sont faites à partir de nanomatériaux purs et isolés, ce qui n'est pas très représentatif d'un milieu. Le comportement des nanomatériaux observés dans les expériences ne reflète pas celui des résidus de nanomatériaux réellement présents dans l'environnement. Il existe deux types de nanomatériaux, ceux qui sont solubles et qui se décomposent à l'entrée dans l'organisme et ceux qui ne le sont pas. Ce sont ces derniers qui ont un impact sur l'organisme. Les expériences ont été réalisées sur des cultures cellulaires ou sur des animaux. Les résultats suggèrent la possibilité de survenue d'effets respiratoires et cardiovasculaires, notamment chez les personnes fragilisées. De tels effets sont suspectés en cas d'exposition à certains nanomatériaux manufacturés. Ces particules sont la plupart du temps inhalées, ensuite elles sont soit exhalées, soit elles se déposent dans l'arbre pulmonaire, comme dans la bouche, le larynx ou les alvéoles pulmonaires. Leur petite taille leur permet de traverser les barrières pulmonaires ou gastriques. De plus, les scientifiques testent encore l'hypothèse que les nanomatériaux puissent traverser les barrières cutanées. Une nanoparticule a une taille inférieure à 100 nanomètres, elle est donc de petite taille à l'échelle cellulaire. Un globule rouge mesure 7 micromètres, soit 7000 nanomètres, et une bactérie environ 1000 nanomètres. On peut donc imaginer que la nanoparticule puisse pénétrer l'épiderme. Enfin, le passage d'espèces chimiques vers le cerveau peut se produire soit grâce aux nerfs afférents à la muqueuse nasale, soit par le sang à travers la barrière hémato-encéphalique. Une barrière virtuelle qui isole partiellement le système nerveux central de la circulation sanguine pour protéger les cellules nerveuses d'influence externe.
La toxicité des nanomatériaux est également due à la capacité de l'organisme à les éliminer partiellement ou totalement. C'est le processus de clairance. Il existe deux processus différents. L'élimination chimique qui consiste à diluer les nanoparticules solubles dans les fluides biologiques. Si cette élimination chimique a lieu, cela explique que les particules ne sont pas toxiques pour l'organisme. L'élimination physique qui consiste à transporter les nanoparticules insolubles ou peu solubles vers la bouche ou le nez. Ils sont alors soit déglutis et évacués par le système digestif, soit rejetés vers l'extérieur de par l'éternuement ou le mouchage. Au niveau des alvéoles pulmonaires, ce sont généralement des cellules immunitaires épuratrices nommées macrophages qui éliminent des nanoparticules insolubles par un mécanisme de digestion appelé phagocytose. Cependant, les nanomatériaux individuels ne sont pas éliminés de façon efficace par les macrophages, ce qui peut conduire à une accumulation de ces particules dans les alvéoles pulmonaires, susceptibles de causer une inflammation pouvant provoquer sur le long terme au développement de certaines pathologies respiratoires. Chaque nanomatériau, y compris pour une même composition chimique, possède un profil toxicologique qui lui est propre. En effet, la composition chimique, la taille, le nombre, la forme, la structure et la solubilité sont des facteurs pouvant influencer la toxicité des nanoparticules. Ces facteurs modifient la réactivité chimique des matériaux ou leurs propriétés toxicologiques. Par exemple, certaines nanoparticules dont la taille est inférieure à 20 nanomètres présentent des capacités accrues pour synthétiser des radicaux libres à leur surface. Un radical libre est une espèce chimique qui possède un électron non apparié. Cela le rend donc instable. Ainsi, il se stabilise en récupérant un électron à la molécule voisine qui devient un radical libre et ce phénomène se propage par des réactions en chaîne. De plus, ces radicaux sont des espèces chimiques très oxydantes, très réactives, qui provoquent un stress oxydatif et endommagent les membres cellulaires et les chromosomes. Un certain nombre d'études démontrent déjà clairement que les nanomatériaux présentent une toxicité plus grande et sont à l'origine d'effets inflammatoires plus importants que les objets micrométriques de même nature chimique. De nos jours, les nanotechnologies sont présentées comme être la solution à certains problèmes environnementaux, comme le changement climatique et la pollution. Les promoteurs affirment qu'elles permettent une croissance économique grâce à de meilleurs produits tout en réduisant l'empreinte écologique. En revanche, aucune information ne sont fournies sur les risques environnementaux. De plus, la production de nanomatériaux consomme énormément d'eau et d'énergie et génère du méthane, un gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Leur petite taille favorise le transport dans l'air, les milieux poreux comme le sol et dans l'eau. Dans l'air, les nanomatériaux peuvent se disperser facilement et s'étendre sur des très longues distances avant de retomber. Dans le sol, les nanoparticules peuvent migrer, mais cela dépend de leurs propriétés, de la physique des sols et des conditions climatiques. Dans l'eau, les nanoparticules réagissent différemment selon leur nature. Les nanomatériaux hydrophobes comme les nanotubes de carbone peuvent sédimenter avec la gravité, ce qui augmente le risque de contact avec des micro-organismes qui vivent sur les sédiments aquatiques. D'autres peuvent rester en suspension dans l'eau et se disperser à la surface, ce qui augmente le risque d'exposition. Ces nanomatériaux présentent des caractéristiques physico-chimiques que l'on ne retrouve pas pour des particules plus grosses. Leur capacité à réagir avec les molécules de l'environnement est très importante. Par exemple, des nanoparticules de fer métallique dissocient les molécules de dihydrogène en 2 atomes d'hydrogène. Leur surface réelle, soit le rapport de leur surface sur leur masse, est très grande. Ainsi, ces matériaux participent plus aux réactions chimiques et c'est pour cette raison qu'ils sont plus utilisés par les industries. Cependant, des études ont mis en évidence des dégâts infligés par les nanomatériaux sur les microbes, les algues, les invertébrés comme les moules ou les vers de terre, les poissons ou encore les céréales. Ceux-ci pourraient voir leur génome modifié par des résidus de nanoparticules, nous informe Jean-Yves Vauthéreau. De plus, certaines nanoparticules solubles peuvent libérer des ions dans l'environnement. Par exemple, la dissolution d'oxyde de zinc libère des ions Zn2+, qui sont nuisibles pour certaines algues. En effet, les nanomatériaux ou leurs résidus ont la capacité, comme chez les hommes, à pénétrer et à s'accumuler dans différentes espèces bactériennes, végétales, animales, terrestres ou aquatiques. Ces accumulations se transmettent à la descendance des espèces et remontent la chaîne alimentaire. Ces particules peuvent également pénétrer la faune et la flore, des racines vers les feuilles et les graines des végétaux et de l'eau de mer vers l'appareil digestif des moules. En conséquence, les chercheurs ont une grande difficulté à déterminer dans chacun des cas les effets des nanoparticules sur nos écosystèmes. Actuellement, les déchets contenant des nanomatériaux sont mélangés aux autres déchets sans aucune précaution ou traitement particulier.
Ce qui fait que nous n'avons aucune idée de la quantité de nanomatériaux présents dans les stations d'épuration. Les scientifiques suggèrent que l'on retrouverait déjà des nanomatériaux dans les stations d'épuration urbaines et de traitement des eaux industrielles. D'une part, les chercheurs redoutent que certaines nanoparticules détruisent les bactéries utilisées pour dégrader les matières organiques, alors que ces bactéries sont nécessaires au bon fonctionnement de ces stations. D'autre part, ces stations ne sont pas bien équipées pour filtrer les nanomatériaux. On estime qu'une partie de ces particules se retrouve dans nos rivières et dans l'eau potable, et qu'une autre partie serait captée et concentrée dans les boues des stations d'épuration, qui sont entre 70 et 80% utilisées dans l'agriculture. Des mesures auraient montré que ces boues contiennent 10 à 30 mg d'argent par kilo de boue sèche, dont des nanoparticules d'argent et des ions argent. En effet, l'argent, qu'il soit sous forme nanométrique ou non, n'est ni recherché ni réglementé. En 2012, des chercheurs suédois ont constaté que le nano-argent des textiles qui se retrouvaient dans les boues d'épuration produisait des effets toxiques sur les vers de terre qui y étaient exposés. De plus, en 2014, des chercheurs ont constaté, en étudiant les sols cultivés avec cette boue contaminée, des modifications de l'activité enzymatique du sol, même à faible dose. Les nanotechnologies peuvent être donc néfastes pour la santé et l'environnement, comme certains produits utilisés en masse dans le passé. L'amiante. Ce matériau a été interdit en France en 1997. Il s'est révélé très toxique avec le temps et a entraîné l'augmentation brutale du nombre de cancers. Cependant, il reste présent dans de nombreux bâtiments et équipements, et demeure un problème pour la santé publique. C'est pourquoi il faut encore développer les recherches sur la toxicité des nanomatériaux pour éviter de reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Ces nanotechnologies peuvent donc être considérées comme une révolution dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine médical. Ainsi, avec les progrès technologiques des scientifiques pour lutter contre les risques potentiels des nanomatériaux sur notre société, les nanotechnologies peuvent être considérées comme l'avenir de la médecine moderne, même s'il ne faut pas oublier que nous ne possédons pas encore le recul nécessaire pour connaître leur impact sur la santé et l'environnement.